Donc c'est un scanner RX, donc c'est un équipement médical. Alors quand je dis ça, c'est-à-dire que c'est exactement la même chose que ce qu'on peut trouver dans un hôpital, ce qu'on peut trouver chez un radiologue pour faire des mesures de type scanner. Alors il faut faire attention parce que parfois les médecins confondent deux choses entre le scanner et l'IRM. Là on parle d'un scanner RX, ça n'a rien à voir avec une IRM. Donc la spécificité du scanner de l'IFIP, c'est qu'il a été construit, ou plutôt il est installé à l'intérieur d'une remorque de camion. Et donc cette installation nous permet à la fois de faire des mesures sur le site où est basé le scanner, à savoir la station expérimentale de Romillet, mais aussi cela nous permet de déplacer la remorque et de l'amener directement sur un site industriel ou sur un site d'élevage ou autre, pour faire des mesures directement sur place. Le scanner, une fois installé hors site, est complètement indépendant énergétiquement puisqu'il est équipé d'un groupe électrogène, ce qui permet de le faire fonctionner sans appui extérieur. Donc ça, c'est une des spécificités de l'outil. Ça nous permet à la fois des mesures sur notre site expérimental, mais aussi des mesures à l'extérieur. Donc, à quoi ça sert et comment fonctionne un scanner RX? Donc, la technique est basée sur la pénétration des rayons X. On aura une slide plus tard pour voir comment ça fonctionne. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de manière globale. Ça a la spécificité de discriminer les tissus humains, animaux ou du produit qu'on étudie en fonction de leur densité. Alors, ce qui est intéressant avec le scanner à rayons X, c'est que la densité est toujours normalisée selon une unité qu'on appelle l'unité Hounsfield, mais c'est pas extrêmement important, mais je risque d'utiliser ce terme pendant la présentation. Donc en fait, à chaque fois qu'on passe un produit, s'il est toujours de la même densité, il aura toujours le même signal à une unité Hounsfield sur l'image, c'est-à-dire qu'il aura relativement toujours la même couleur. Donc ça génère des images au niveau de grille. Vous avez théoriquement à droite une image de jambon. Et puis cela permet aussi de reconstruire les images virtuelles dans les trois plans de l'espace. Donc techniquement, le scanner fait des coupes virtuelles dans le produit et ensuite on peut les manipuler un petit peu comme on le souhaite. Alors comment ça fonctionne? Alors le scanner est composé de deux parties. Donc la table d'acquisition et puis ce qu'on appelle le gros rond là, dans lequel on rentre, qui en fait le terme technique c'est un gantry. À l'intérieur du gantry, il y a un générateur à rayons X, évidemment, et puis une barrette, ou ce qu'on appelle plutôt une banane de détecteurs à rayons X, qui a la spécificité de détecter spécifiquement les rayons émis par le générateur. Donc lorsqu'on met moi j'appelle ça un patient, alors vous pouvez rigoler si vous voulez, mais lorsqu'on met un patient dans le gantry, ce qui se passe, c'est qu'il y a une émission de rayons X lorsqu'on fait une acquisition. Et donc les rayons X vont traverser le patient et les détecteurs vont mesurer les rayons X résiduels, donc ceux qui n'ont pas été absorbés par le patient. Donc on le voit ici sur cette petite figure. Donc il y a une émission de rayons X et puis ça traverse le patient et les détecteurs récupèrent ce qui n'a pas été absorbé par le patient. La spécificité du scanner par rapport à la radiographie de base, c'est que l'ensemble générateur-détecteur dans le gantry va tourner. Donc il y a une rotation du gantry, il va y avoir à nouveau émission de rayons X et puis à nouveau détection. Et donc on a une rotation de 360 degrés comme ça autour du produit, ce qui permet ensuite de reconstruire une image. Donc en gros ça fonctionne comme ceci, c'est-à-dire que ça fonctionne par absorption de rayons X en fonction de la densité du tissu. Globalement, c'est ça qu'il faut garder en tête. Sur ces images, nous avons à gauche, nous avons un pied de porc. Donc ça c'est un patient, mais c'est juste un pied. Au milieu, nous avons une carcasse de porc, une demi-carcasse exactement, donc c'est la partie longe plus poitrine. Et à droite, c'était censé être une belle image qui vous aurait peut-être interloqué. C'est un autre patient, c'était un saucisson. Donc voilà, on met différents produits dans le scanner pour en étudier parfois les spécificités. Donc l'idée, c'est qu'une fois qu'on a les images, ce qui est en général le plus facile quand on utilise un scanner, c'est qu'on va en tirer des informations derrière, des informations quantitatives, si possible pertinentes. On va essayer. Et pour ça, cela nécessite ce qu'on appelle de l'analyse d'image, et je dois vous avouer, parfois c'est un petit peu compliqué de sortir exactement les informations qu'on veut sortir des images. Alors, je vais passer directement aux applications, parce que c'est quand même ce qui est le
principal intérêt de la technique. Donc la première application d'importance, et ce pourquoi à la base le tomographe a été acquis, c'est pour la mesure de la composition corporelle, notamment sur carcasse et sur pièces. Donc là, le patient n'est plus un porc, c'est une carcasse ou des pièces de découpe. Donc l'idée, c'est de mesurer les composants tissulaires du produit, donc la teneur en muscle, la teneur en gras ou la teneur en os. Donc par exemple, ici, par analyse d'image, je vais séparer les pixels, donc les petits points de l'image qui correspondent aux muscles. Et comme chaque pixel de l'image correspond à un volume, à la fois de par l'épaisseur de coupe et puis de par la résolution du plan de l'image, on est capable de faire une mesure quantitative de ce muscle. Comme je disais, l'analyse d'image permet de quantifier le tissu. Et là, par exemple, je vous montre ce qui a été le premier travail qu'on a mené notamment avec Gérard Domin de l'IFIP, qui consistait à voir comment se situait la mesure du muscle scanner par rapport à une mesure de dissection. Donc vous avez sur l'image de gauche, en haut à gauche, les résultats d'une dissection où on sépare anatomiquement tous les muscles des pièces. Et en bas, on a scanné les 4 pièces principales de la carcasse, donc l'épaule, la longe, la poitrine et le jambon. C'est bon, j'ai bon 4, c'est bon. Et donc on a fait une régression pour voir quel était le lien entre les deux méthodes. Donc on se rend compte, alors là je vais rentrer dans des termes un peu scientifiques, mais bon, vous m'excuserez, ce sera le seul moment de la présentation. On se rend compte qu'on a une excellente corrélation entre les deux mesures, et en plus on a une erreur entre les deux qui est extrêmement faible, qui est inférieure à 0,5%. Il faut savoir qu'on a un ordre d'idée de l'erreur de mesure de la dissection qui est de l'ordre de 1%. Donc en gros, on se situe dans les mêmes ordres de grandeur. Donc pour nous, on considère que la mesure de la teneur en muscle par Rx est équivalente à une dissection. Donc ça donne à peu près le même type de précision. Alors, quel est l'intérêt de faire des mesures de composition corporelle sur carcasse et sur pièce? On va poser la question. Donc sur carcasse, ça permet de comparer, donc en fonction de différents paramètres d'élevage, de comparer quelle est la résultante sur la composition corporelle, donc en fonction de l'alimentation, en fonction des techniques d'élevage, parfois en fonction du sexe. Donc je vais citer un exemple de projet qu'on a mené avec Nathalie Quignou et Michel Marcon, donc sur l'alimentation de précision, où on a passé à la fin, donc tout à la fin de l'expérimentation, on a passé les carcasses pour voir s'il y avait un effet de l'alimentation de précision sur la composition corporelle. Cela permet aussi éventuellement, donc sur un autre projet qu'on a mené avec l'équipe génétique et notamment Marie-Josée Merca, mais aussi avec l'INRA et puis avec les différents organismes de sélection porcine, d'analyser énormément d'animaux. Donc en l'occurrence, on en a fait un petit peu plus de 2500, donc sur demi-carcasse toujours, pour faire le lien entre la composition corporelle et des mesures de génotypage, donc de connaissance du génome, je vais faire simple. Et donc dans ce cas-là, on appelle ça le phénotypage, c'est-à-dire qu'on caractérise exactement la demi-carcasse à but de sélection génétique. Mais là, c'est Loïc qui en parlera mieux que moi une nouvelle fois. Alors sur pièces de découpe, l'intérêt de faire des mesures sur pièces de découpe, c'est tout d'abord la mesure de référence du TMP. Aujourd'hui, la teneur en muscle des pièces, donc qui permet le paiement entre l'éleveur et l'abatteur, est basée sur une dissection des 4 pièces avec une découpe standardisée par l'Union européenne. Et donc nous, aujourd'hui, on remplace cette dissection par une mesure scanner. Donc ça permet la mise à jour des équations du classement. Donc ça, c'est une activité que nous avons menée en 2012, donc notamment avec Uniport et mon collègue Gérard Domin. Et ensuite, il nous arrive aussi, et je pense que ça va nous arriver de plus en plus, de travailler sur la qualité donc de la composition des pièces. Et là, notamment, avec Patrick, qui est dans la salle, nous avions travaillé en 2009, je crois, sur la qualité des poitrines. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ce scanner? Alors, évidemment, à la base, c'est quand même un outil qui est censé être utilisé sur l'humain, donc sur du matériel vivant. Donc, on peut évidemment passer un animal vivant dans le scanner pour mesurer sa composition corporelle, donc on aurait un porc vivant. Ah, quand même. Oui, quand même. Le seul problème, c'est que chez l'humain, en général, on lui demande de ne pas trop bouger. On lui demande aussi accessoirement d'avoir l'apnée. Ça, c'est beaucoup plus compliqué avec un cochon. Donc déjà, le fait qu'on lui demande de bouger, ça devient compliqué. Donc pour éviter à la fois de blesser l'animal, parce qu'on tient au bien-être animal, et accessoirement d'abîmer le matériel, parce que là, pour le coup, on y tient aussi, pour mener de telles études, on a besoin d'anesthésier l'animal.
Donc on fait une anesthésie très légère. Vous avez à gauche un cochon endormi qui dort très bien. Je vous rassure, il va très bien. Il n'est pas mort. Il fait juste un gros dodo. Et on fait ça par une simple injection intramusculaire. Ensuite, on le met dans un cocoron, on le protège et on peut le passer au scanner. Alors ensuite, le problème, c'est que sur un animal vivant, donc là c'est très visuel, j'adore. Sur un animal vivant, on a un problème avec les viscères qui présentent une densité quasi proche de celle du muscle. Donc en termes d'analyse d'image, quand on veut mesurer la composition corporelle, donc un équivalent carcasse, on est embêté par ces viscères. Du coup, on est obligé de séparer les viscères. Alors pour ça, on utilise de la segmentation assistée en 3 dimensions. Donc il y a une magnifique image ici, mais bon, on n'a pas trop de chance, on ne voit pas très très bien. Mais c'est mieux sur mon écran. Si vous voulez venir à la fin, on regardera sur l'écran. Et donc ça permet de séparer l'ensemble des viscères. Donc ici, théoriquement, on voit une partie abdominale d'un cochon avec des viscères. Et ici, les viscères, on les a enlevés. Donc par analyse informatique. Et donc ça nous permet de mesurer ensuite, comme on a fait pour les carcasses, de mesurer la composition corporelle de l'animal vivant. Alors quel est l'intérêt de mesurer la composition corporelle de l'animal vivant? Alors il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, ça nous permet surtout de suivre la composition corporelle au cours de la croissance. C'est-à-dire qu'on va prendre un même animal et on va le scanner à plusieurs stades, donc on va faire plusieurs mesures, 2, 3, au cours de la croissance, et ça va nous permettre de voir l'évolution des tissus au cours de cette croissance. Et ceci, notamment en fonction de l'alimentation. Donc ça, c'est une étude que nous avons déjà menée en collaboration avec Nathalie Quignou, où nous avions scanné des animaux vivants à 3 stades différents, 30, 50 et 70 kg. Ensuite, ça peut éventuellement avoir un intérêt en sélection. Donc ça, c'est pour le moment, nous ne l'avons pas fait. Donc l'idée, c'est d'anticiper la composition corporelle à l'abattage. C'est-à-dire qu'on va mesurer à un stade donné sur l'animal vivant quelle est sa composition corporelle. Ça va nous donner une idée de sa composition corporelle finale. Et donc ça permet notamment de sélectionner les reproducteurs directement sans avoir à passer par les collatéraux. Donc ça peut être d'un intérêt, peut-être que Loïc en parlera, j'imagine. Mais c'est plutôt pour la génétique. Alors ensuite, je vais vous présenter d'autres petites applications un peu moins liées à la composition corporelle. Bon, malheureusement, elles seront toutes relativement visuelles. Donc l'idée aussi, c'est que le scanner, à la base, c'est un outil de diagnostic. C'est-à-dire que pour les médecins, ils font une image et ils font un diagnostic de maladie. Donc nous, ça nous arrive de faire aussi, quelquefois, d'utiliser le scanner pour sa raison première, j'ai envie de dire. Donc avec les vétérinaires de l'IFIP, on travaille notamment sur les détections de certaines maladies, en l'occurrence sur la rhinite, où on sait que la rhinite abîme les cornets nasaux des animaux. Et donc au lieu de couper les nez pour voir les cornets nasaux et de craindre un effet de la découpe, on les passe au scanner tout simplement. Et là on a normalement 2 images avec ici un animal avec les cornets qui étaient indemnes, donc qui étaient a priori indemnes de rhinite. Les cornets, c'est ces parties-là, qui sont bien enroulées, qui sont relativement jolies sur cette image-là. Et sur cet animal-là, les cornets sont moins bien enroulés, il y a des petits agrégats de cartilage. Ici, ils sont carrément absents. Donc on a plutôt un animal malade et donc atteint de rhinite. Donc là, typiquement, on a une mesure de diagnostic et derrière une notation faite par les vétérinaires qui sont capables de juger de la gravité de la maladie en fonction de l'effet sur les cornets. Ensuite, ce qu'on peut mesurer aussi, ça c'est une autre application du scanner qui est utilisée en médical, notamment pour tout ce qui est l'ostéoporose. Donc le scanner permet de mesurer la minéralisation osseuse. Donc ça, ce sont des travaux que nous avons menés notamment avec Daniel et puis avec Didier Gaudret sur tout ce qui est composition minérale de l'os et notamment en lien avec les apports alimentaires de certains minéraux et notamment du phosphore. Donc par exemple ici nous avons une belle image de fémur, donc le fémur c'est l'os de la cuisse. Hein. Et donc quand on va chercher dans les unités Hounsfield, donc la densité des tissus, des unités très très éloignées, donc ici on est de l'ordre de 1500 à 2500 unités Hounsfield, pour information le muscle c'est à 60, on est sur des tissus très denses, et donc là on a affaire à la minéralisation de l'os, donc la partie très très dure de l'os, et en fonction des niveaux, on se rend compte qu'il y a des différences de minéralisation. Donc ça nous permet de mener des études sur les apports en différents minéraux pour les animaux. Et enfin, la dernière application, donc là on passe carrément à du process. Donc là on en parlera avec David de Pierre Agena.
Donc, on peut, grâce au scanner, mesurer des changements de tissu qui sont liés à un process. En l'occurrence, et là on a de la chance, j'ai un peu de couleur, donc on y voit un peu mieux. En l'occurrence, c'était des mesures faites de salage et de séchage de jambon sec, donc le process de salaison du jambon sec. Et donc on se rend compte qu'au cours du process, il y a une évolution de la densité du muscle. Alors elle se fait sous deux effets. À la fois l'effet du salage, donc la prise de sel va augmenter la densité du muscle, et puis l'effet du séchage, la perte en eau va aussi augmenter la densité du muscle. Et donc on a ici l'évolution du jambon au cours du process. Donc ça c'est le jambon brut tel qu'il est sorti de l'abattoir. À la fin du salage, on se rend compte qu'on a un front de sel très très dense en blanc tout en haut. Ça c'est juste le sel qui est en surface du jambon. Ensuite à mi-repos, et puis pendant la partie repos, il va migrer. Donc ce front va se diluer un petit peu et on va avoir augmentation de la densité à l'intérieur du muscle. Et puis à partir de l'étuvage, on va surtout avoir un effet du séchage qui va homogénéiser la densité du jambon. Donc ça, ce sont des études qui sont assez intéressantes parce que la plupart David en parlera, la plupart des paramètres de process de la salaison sont plutôt empiriques. Et donc nous, ça nous permet de voir quels peuvent être les ajustements qu'on peut faire sans altérer la qualité du produit. Donc en conclusion, le tomographe, c'est un outil non invasif, c'est non destructif, c'est-à-dire que le produit est intact à la fin de la mesure, on ne l'a pas abîmé, il va très bien en général. Bon, il a pris un petit peu de rayon X, mais c'est quand même pas bien méchant. On obtient des informations quantitatives, donc sur la densité du tissu. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on obtient des informations spatiales, c'est-à-dire que l'image nous permet de voir où sont les différentes informations pertinentes que l'on veut étudier. Et puis ensuite, ce qui à mon sens est aussi extrêmement intéressant, c'est que les applications du tomographe touchent tous les secteurs de la filière porcine. C'est-à-dire que ça va de la génétique avec du phénotypage, de l'alimentation avec des suivis de croissance ou des études de minéralisation, la santé animale, du diagnostic, évidemment le classement, donc c'est l'interface élevage-abattage, l'abattage des coupes et la transformation. Voilà, je vous remercie de votre attention.